rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La guerre des roses de Victor. Tout le monde dit que c'est arrivé à cause du chien et des roses, mais croyez-moi, il y avait d'autres raisons. Charlie et Mary Wilson sont venus habiter ici environ 2 ans après qu'on y soit installés, Maggie et moi. Après avoir vendu la quincaillerie qu'il avait du côté de Détroit, Charlie s'était retiré des affaires et avait acheté le terrain voisin du mien. Il avait fait construire une grande maison en briques, et puis il s'était aménagé un ponton au bord du lac pour pêcher. Charlie et Marie semblaient très heureux. À l'époque, peu de gens habitaient notre coin, si bien que Maggie et moi, on fréquentait beaucoup les Wilson. On dînait, on jouait au bridge ensemble et parfois même j'allais pêcher avec Charlie. J'avais acheté cette maison au bord du lac dans l'intention d'y venir passer les week-ends et les vacances d'été. Oui, les enfants s'y plaisaient beaucoup. Il y avait quantité de chênes et de sapins qui ménageaient de délicieux ombrages. Et l'eau du lac était si claire qu'on voyait son fond de sable blanc. On en aurait bu presque. Après le mariage de nos enfants, j'ai eu des petits ennuis de santé qui m'ont amené à vendre mon commerce ainsi que l'appartement qu'on avait en ville. Et on est venu s'installer ici. On a été les premiers à y habiter en permanence. Aussi, on était heureux d'avoir la compagnie des Wilson. Mais on n'a jamais été vraiment amis, car Charlie n'était pas toujours facile à vivre. Il s'emportait facilement, tenait pas en place, ce qu'il gardait mince, bien qu'il mangeât comme un ogre, alors que moi, j'engraisse comme un rien. Il avait des yeux d'un bleu très pâle et glacé, qui semblait toujours regarder quelque chose derrière vous. Il parlait si peu que lorsque je me trouvais en sa compagnie, j'avais souvent l'impression qu'il aurait préféré être seul. Sa femme, Marie, en revanche, était un véritable moulin à paroles. Elle était petite et ronde avec un air troussé et des cheveux blancs tout frisés. Elle, je l'ai jamais vue tranquille, et quand elle parlait, c'était du 300 mots à la minute, avec des pointes à 350. Mais je l'aimais bien, Marie. Elle était foncièrement bonne. Elle aurait fait n'importe quoi pour rendre service. Charlie et Marie étaient assez indépendants l'un de l'autre. Ils paraissaient heureux ensemble, mais ne se prodiguaient guère de marques d'affection. En fait, ils n'avaient aucun goût en commun et pas d'enfants. Et d'après ma femme, si Marie parlait tellement, c'était en quelque sorte pour se rattraper, car elle était seule la plupart du temps. 1 an après les Wilson, arrivèrent Dave et Helen Patterson. Dave venait de vendre sa chaîne de magasins de chaussures dans l'Ohio et avait pris sa retraite. Ils achetèrent le terrain à côté de celui des Wilson pour s'y faire construire une très très belle maison en pierre et en bois de cèdre. Dave avait un chien qui s'appelait Nours. Nours devait avoir 7 ou 8 ans. Dave et lui ne se quittaient pas, ce qui m'avait toujours semblé une bénédiction, car Nours était un énorme berger allemand avec des crocs terrifiants. Après son installation au bord du lac, Dave avait emmené Nours lier connaissance avec les voisins, sans doute pour faire connaître aux chiens ceux qui ne devaient pas mettre en pièces. Certes, Dave disait toujours que Nours était doux comme tout quand il vous connaissait, mais je ne me sentais jamais rassuré en sa présence. Avec un chien aussi énorme, on ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? J'avais d'abord craint que Maggie, ma femme, se sente exclue. Mais il n'en était rien, car elle était ravie de pouvoir ainsi les fréquenter que quand elle en avait vraiment envie.
Charlie et Dave n'étaient pas très causants. C'était curieux de constater comme ils se ressemblaient par certains côtés et comme ils différaient par d'autres. L'un et l'autre avaient beaucoup aimé la chasse autrefois. Maintenant, ils se contentaient de la pêche et du jardinage. J'ai jamais eu le sentiment que leurs femmes comptaient beaucoup pour eux. Vous voyez? Je ne veux pas dire qu'ils étaient désagréables avec elles, non. Simplement, ils n'avaient vécu jusqu'alors que pour leur travail, sans s'occuper de leurs femmes, et continuaient à agir d'eux-mêmes en se consacrant à d'autres activités. Bref, pour Marie et Hélène, la vie conjugale avait dû manquer singulièrement de charme. Ils avaient dit à Maggie que si elle n'avait pas d'enfant, c'est parce que leur mari avait voulu attendre d'avoir une situation bien assise. Et finalement, il avait été trop tard pour en avoir, quoi. Mais, pour en revenir à notre affaire, Dave avait son chien et Charlie ses roses. Des quantités de roses de toutes les couleurs. Ce qui lui tenait le plus à cœur, à Charlie, c'était la magnifique haie de rosiers qui séparait son jardin de celui de Dave. Charlie les avait plantés dès qu'il avait emménagé, et il en était très fier. Au printemps, la vue de ces fleurs d'un rose pâle était vraiment un régal pour les yeux. Bien entendu, c'est à l'ombre de cette haie que le chien de Dave, Nours, aimait dormir. Et comme tous les chiens, il ne manquait jamais de creuser la terre avant de se coucher. Ça mettait Charlie hors de lui, et il ne cessait de répéter que Nours allait finir par tuer ses rosiers. À quoi Dave répondait que le chien était chez lui et qu'il pouvait donc creuser des trous si ça lui chantait. Aussi, Charlie n'avait-il d'autre ressource que de se plaindre à moi. Mais quand la situation commença vraiment à se gâter, Nours, le chien, avait vieilli comme nous tous. Il devait avoir dans les 12 ou 13 ans. Il était à demi aveugle, complètement sourd. Il était devenu hargneux. Il bougeait plus beaucoup, passant le plus clair de son temps couché dans les rosiers ou au bord du lac, d'où il surveillait son maître, Dave. Et c'est ainsi que tout arriva. On était à la fin avril, et ce jour-là, il faisait un temps chaud et sec. Je tondais ma pelouse, Charlie taillait ses rosiers, Dave sarclait son allée, et Nours dormait à l'ombre de cette fameuse haie de rosiers. Par la suite, Charlie m'a raconté ce qui s'était passé. Voyant une branche qui se dévoyait de l'autre côté, il avait voulu la ramener. Et pour ça, il avait traversé la haie, ignorant que Nours était là. Et il lui avait marché sur la patte. Et c'est à ce moment-là que le drame s'était produit. Nours, bondissant comme un diable, avait mordu Charlie de toutes ses forces. Charlie, qui se voyait déjà amputé d'une jambe, hurla encore plus fort que le chien. Si bien que j'arrêtai ma tondeuse et je me précipitais pour voir ce qui se passait. Et je vis Charlie les pieds couverts de sang, tandis que le chien le regardait d'un air apathique. Dave arriva en courant et ne put s'empêcher d'éclater de rire, mais de rire comme un fou. Seulement, Charlie, lui, il trouvait pas ça drôle du tout. Ça le rendit encore plus furieux. Il rentra chez lui à cloche-pied et il téléphona au shérif. Tandis que, rassemblés dans notre jardin, les voisins commentaient l'événement, Charlie s'était rendu chez le médecin qui lui avait fait une piqûre et 8 points de suture. Quand il revint, il eut avec le shérif qui venait d'arriver une discussion véhémente, à l'issue de laquelle il fut dit que Dave devrait désormais garder Nours attaché. Comment Dave allait-il prendre la chose? Accepterait-il d'attacher son chien? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Donc le shérif avait exigé que Dave attache son chien.
Dave prit très mal la chose et se répandit dans le voisinage en racontant que tout était de la faute de Charlie, qui s'était introduit dans un jardin qui n'était pas le sien et qui avait écrasé la patte du pauvre chien, qui avait bien le droit de se défendre. 3 jours s'écoulèrent sans que Dave mette son chien à la tâche, si bien que Charlie téléphona de nouveau au shérif. Celui-ci intima à Dave de mettre Nours dans un enclos, à défaut d'une niche. Sinon, il le conduirait lui-même à la fourrière pour le faire piquer. Charlie était ravi. Il vint me dire que c'était une bonne leçon pour que Dave tienne son chien à l'écart des rosiers. Moi, j'en avais par-dessus la tête de leur histoire. Alors, je lui ai conseillé de laisser tomber et d'apaiser le shérif avant que Dave et lui-même n'en arrivent à de fâcheuses extrémités. Charlie, qui avait très mauvais caractère, ne mâcha pas ses mots pour me signifier de m'occuper de mes affaires. En fait, je compris que c'était là le premier combat auquel Charlie se livrait depuis qu'il avait quitté le monde des affaires et qu'il s'en délectait, bien décidé à gagner comme naguère. Mais connaissant Dave, j'étais pas sûr que Charlie ait le dessus. À l'inverse de Charlie, Dave était petit, rond et chauve. Il avait des lunettes aux verres épais derrière lesquels ses yeux exprimaient la même dureté que ceux de Charlie, dont il avait aussi l'entêtement obtus. Dans le voisinage, on était plusieurs à penser que Dave allait mettre un point final à la querelle en aménageant un enclos pour Nours dans la cour de derrière. Après quoi, il lui resterait plus qu'à attendre quelque temps pour essayer de se remettre bien avec Charlie. Bien au contraire. Dave s'employait dès le lendemain à envenimer encore les choses. Il entendait conserver telle quelle la propriété qu'il avait achetée et il installerait un grillage à l'endroit exact de ses limites actuelles. Charlie entra alors dans une colère sans précédent et se mit à arracher à grands coups de pied les piquets de cadastre fichés dans le sol. Voyant cela, Hank s'exclama qu'il en avait soupé de voir Charlie se conduire de façon aussi stupide et que, dans l'État de Floride, arracher des piquets de cadastre était puni par la loi. Appelé à grands cris, le shérif rappliqua et confirma les dires de Hank. Charlie ferait bien de remettre les piquets immédiatement à leur place, faute de quoi il n'y couperait pas d'une amende de $1000 et au moins 1 an de prison. Charlie entreprit donc de remettre les piquets pendant que le shérif s'efforçait de calmer Hank et que Dave se tordait de rire en dépit des regards noirs que lui décochait Charlie. Le lendemain matin, une équipe d'ouvriers arriva sur les lieux et un grillage de 2 mètres de haut, soutenu par des tubes métalliques, commençait à s'étirer entre les propriétés de Dave et de Charlie lorsque ce dernier sortit de chez lui une carabine à la main. J'alertai aussitôt le shérif qui devait s'attendre à quelque chose parce qu'il arriva en un temps record. Il désarma Charlie et dit aux ouvriers de poursuivre leur travail. Une demi-douzaine de voisins vinrent dans mon jardin pour assister au spectacle, car on trouvait ça tous très amusant. Lorsque je rentrais dans la maison, Marie et Hélène, en larmes l'une et l'autre, étaient dans la cuisine avec Maggie. Dave et Charlie leur avaient demandé de cesser de se voir. De plus, Charlie avait téléphoné à une agence immobilière pour mettre sa maison en vente. Les 2 malheureuses femmes se tournèrent aussitôt vers moi en disant qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose pour que leur mari retrouve un comportement normal. Hélas, je ne pouvais leur être d'aucun secours. Ni Charlie ni Dave ne voulaient m'écouter. Selon moi, il n'y avait qu'une solution possible: trancher dans le vif. Et c'est ce que je leur dis à ces 2 malheureuses. Il faudrait qu'elles menacent leur mari de divorcer. Mais ça, je ne pus me résoudre à le leur dire. Les jours suivants se passèrent sans incident. J'essayais à nouveau de faire entendre raison à Charlie et à Dave, mais non, en vain. Je me mis à espérer que, s'ils restaient quelque temps à l'écart l'un de l'autre, les choses finiraient par se tasser. Ce faible espoir se dissipa dès le lendemain. Sortant de chez lui, Dave entreprit de couper les rosiers de Charlie.
Assis sur les marches d'accès de sa maison, Charlie le regarda faire comme s'il avait assisté en différé au massacre des innocents. L'un et l'autre en étaient arrivés à m'écœurer au point que je préférais rentrer chez moi, où je trouvais de nouveau ma femme, en compagnie de Marie et Hélène. Notre maison constituée, en quelque sorte, un terrain neutre où elles pouvaient se réfugier de temps à autre pour parler ensemble. N'ayant pas envie de les entendre, je m'en allais déjeuner au self-service. Là, au moins, j'aurais la paix. Plus tard, ce même jour, Dave arrachait les derniers rosiers quand je vis Charlie s'approcher du grillage et lui dire « N'auriez pas dû faire ça, Dave. Je vous avais averti, hein. Souvenez-vous bien, je vous avais averti. » Dave continua son travail comme s'il n'avait rien entendu, jetant les rosiers arrachés contre le grillage. Charlie ne prononça pas une parole. Il s'accrocha un instant de tout son poids au grillage, puis retourna s'asseoir sur les marches. Son visage exprimait la haine. Moi, j'étais mal à l'aise. Je préférais rentrer chez moi, où je regardais un match de foot à la télé. C'est le soir même, peu après 10 heures, qu'on entendit les coups de feu. 3 ou 4, presque groupés, et puis un autre, après un intervalle. Maggie et moi, on était couchés, en train de lire, et Maggie s'exclama « Oh mon Dieu, ça y est, c'est arrivé !» Pour moi non plus, ça faisait pas le moindre doute, n'est-ce pas? J'ai téléphoné au shérif, j'enfilai un pantalon et des chaussures, et puis, saisissant une lampe électrique, je courus en direction du grillage. J'y arrivai environ 3 minutes avant la police, mais il n'y avait plus rien à faire. Ils étaient morts tous les deux, de chaque côté du grillage. Charlie tenait dans sa main un Magnum 357. Dave, lui, il étreignait un vieux 45 de l'armée. Et, gisant à moins d'1 mètre de Dave, Mours, le chien, il était mort aussi. Marie et Hélène se tenaient de part et d'autre du grillage, serrées l'une contre l'autre. Il faisait trop noir pour voir leur visage, mais elles se parlaient en sanglotant. Quant à leur mari, vu le calibre des armes, croyez-moi, le tableau était pas beau à voir. Le shérif arriva. Il sortit son mouchoir, mais je ne saurais dire si c'était pour essuyer des larmes ou la sueur de son visage. Maggie emmena Marie et Hélène chez nous pour y attendre l'arrivée du médecin. L'enquête ne fut guère qu'une formalité, chacun sachant très bien ce qui s'était passé et ce qui avait motivé le drame. Quand tout cela fut terminé, Marie alla enterrer Charlie dans le Michigan et Hélène ramena Dave dans l'Ohio. Ni l'une ni l'autre ne revinrent au bord du lac. Elles vendirent les 2 maisons et avec l'argent qu'elles en tirèrent, s'achetèrent une très belle villa en Californie. Maggie reçoit de leurs nouvelles de temps en temps. Il paraît qu'elles vont bien et qu'elles sont très heureuses ensemble. Quelques 8 mois après le drame, alors que j'étais en train de pêcher, Maggie vint m'apporter du thé glacé et je me mis à parler de Charlie et Dave, rappelant comment j'avais essayé de leur venir en aide. Soudain, très pâle, Maggie m'interrompit. « Tu te rends compte, John, que tu ne seras jamais satisfait que lorsque je t'aurai dit que oui. » Hein? Que oui, quoi, Maggie? Que tu as bien agi, John. Dieu sait que je préférais que tu ne les aies pas poussés dans cette voie, mais tu l'as fait, et je te concède que ça a bien marché. D'ordinaire, aucun sous-entendu de Maggie ne m'échappe, mais cette fois, j'avoue que je nageais complètement, et je lui dis que je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Ne fais pas l'innocent, John. J'étais présente quand tu as dit à Marie et à Hélène de tuer Dave et Charlie.
Je n'approuve pas que tu leur aies donné un tel conseil, même si c'était ce qu'elles avaient de mieux à faire. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Maggie? Hélène et Marie n'ont tué personne. C'est Charlie et Dave qui se sont entretués, tout le monde le sait, nom d'un chien. Ne sois pas ridicule, John. Charlie et Dave prenaient bien trop de plaisir à leur querelle, surtout pour y mettre fin de pareille façon. Hélène m'avait confié que Dave ne s'était jamais tant amusé depuis qu'il s'était retiré des affaires. Et Marie avait dit qu'il en était de même pour Charlie. Ils auraient continué comme ça pendant des années. Les seuls à souffrir étaient Marie et Hélène. Leur vie était redevenue comme avant et elles n'avaient plus l'âge d'endurer ça, tu comprends? Mais j'ignorais qu'elles haïssaient leur mari, Maggie. Elles ne haïssaient personne, John. Elles aimaient leur mari autant qu'il leur en laissait la possibilité. Le problème, vois-tu, John, c'est que Dave et Charlie leur donnaient précisément tout, sauf ce dont elles avaient le plus besoin. Leur présence et la tendresse. Oh, Maggie, j'arrive pas à croire qu'elles aient pu faire quelque chose pareil. Quelqu'un s'est-il donné la peine de vérifier quelle arme avait tué le chien? Ah, on s'en est pas inquiété, Maggie. On a établi que le revolver de Dave avait tué Charlie, et réciproquement, pour une raison que nous connaissions tous. Et ça vous a suffi, à tous? Mais John, si quelqu'un s'était donné la peine de ne pas s'en tenir là, on aurait constaté que Nours avait été tué par la même arme que Charlie. Or, tu penses bien, John, que jamais Dave n'aurait tué son chien. De toute façon, Maggie, quoi qu'il soit arrivé, j'ai jamais dit à Marie et Hélène de tuer qui que ce soit, moi. Mais tu leur as dit qu'il fallait trancher dans le vif, John, et qu'elle seule était en mesure de le faire. Bah, mais Maggie, moi je voulais parler d'un divorce. Je t'assure que sur le moment, ça sonnait tout autrement, John. J'avais très bien compris, moi, ce que tu sous-entendais. Et elles aussi. Et elles en étaient arrivées à la conclusion que tu avais raison, que c'était la seule solution. Ce soir-là, elles ont raconté quelque histoire à leur mari pour les inciter à se rendre près du grillage. Là, Hélène a tiré sur Charlie avec le revolver de Dave, et Marie a abattu Dave avec celui de Charlie. Le dernier coup de feu a été tiré contre Nours, qui, voyant son maître à terre, s'est rué vers la personne la plus proche, Hélène. Hélène m'a dit qu'elle n'avait pas pu faire autrement que d'abattre le chien. Après quoi, elles ont placé les revolvers entre les mains de leur mari, et elles se sont mises à hurler. Et tout le monde a cru ce qui semblait l'évidence. Mais comment peux-tu savoir tout ça, Maggie? Quand les coups de feu ont été tirés, t'étais au lit avec moi. John, quand je les ai emmenées toutes les deux à la maison, après le drame, en attendant le médecin, je les ai questionnées. Et elles m'ont tout dit. Mais alors, Maggie, pourquoi n'avoir pas tout dit au shérif? Parce que c'était toi qui avais eu l'idée de tout ça, John. Ne sois pas stupide, veux-tu? Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner, mon chéri? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La Guerre des Roses de Wick Tall.